Bonjour à tous, bonjour et merci d'être là avec nous. Je me présente pour ceux qui sont aussi là pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Brigitte Poida et je suis présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, mais en France. Alors, ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Mona Chasserio, que certains d'ailleurs nomment la dame de cœur des oubliés. Je l'ai lu quelque part et je trouve ça très beau. Son action est basée sur une philosophie humaniste et spirituelle qu'elle a développée tout au long de ses 30 dernières années et plus. En 1992, elle a créé l'association humanitaire française Cœur de Femmes et a ouvert la première maison qui accueillera au fil des années des femmes victimes de grandes souffrances dues à la drogue ou l'alcool, la prostitution. Ces actions ont été récompensées en 2002 par le prix de la solidarité et en 2003 par le prix de l'humanisme. Après avoir été nommée chevalier de la Légion d'honneur par Lionel Jospin, qui à ce moment-là était Premier ministre, elle a reçu en 2008 la médaille d'officier de la Légion d'honneur des mains du président Nicolas Sarkozy. En 2010, elle a décidé de s'installer au Sénégal où elle a créé l'association Univerel Sénégal. C'est là qu'elle a ouvert la Maison Rose qui accueille des femmes, des adolescentes et des enfants victimes de violences physiques ou psychologiques dues à des viols, à des mariages forcés, à des grossesses non désirées et peut-être à d'autres raisons aussi. Donc, je voudrais laisser maintenant la parole à Mona Chasserio qui va nous expliquer pendant peut-être une quarantaine de minutes le travail magnifique qu'elle réalise avec son équipe aussi depuis plus de 30 ans déjà. Alors, juste si parmi vous, vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, il y a dans l'écran, dans le chat, oui, dans la discussion. À la fin de la présentation, on aura du temps pour échanger et pour poser aussi des questions ou pour les commentaires si nécessaire. Voilà, donc je laisse la parole à Mona et bienvenue. Merci beaucoup à tous. Donc, je suis Mona Chasserio et mon parcours est un parcours un peu initiatique parce que j'aurais jamais imaginé vivre tout ça. C'est une histoire, oui, un chemin de vie, mais je crois que ce qu'il faut bien penser, c'est que chaque route, à chacun de nous, on a un parcours spécifique et que justement, la vie normalement, c'est de découvrir justement ce chemin. Bon, moi, je suis née dans une famille matriarcale bretonne, donc les femmes, c'est vrai que ça me parle parce qu'on était 6 filles. Il y avait ma mère, ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère. Et donc, j'ai toujours été baignée dans ces femmes, et bretonne en plus, puisque je suis née quand même à La Baule, mais je me considère vraiment bretonne. Et donc, j'ai eu la chance d'être dans une famille qui avait beaucoup de valeurs et de qualités. Et j'ai fait du scoutisme, je le dis souvent, parce que le scoutisme m'a appris 3 choses qui me servent toujours, c'est-à-dire à regarder l'autre, à regarder la nature et à dominer les peurs. Et ça a été vraiment, ce sont des racines qu'on ne perd jamais, qui m'ont suivi et je dirais permis d'ouvrir ces qualités que j'avais déjà. Donc, j'ai fait aussi voilà, de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique parce que pour moi, c'était soigner avec des médicaments. Voilà, et je suis arrivée à Paris, c'était mai 68. Donc, tout d'un coup, je découvrais un monde que je ne connaissais pas parce que passer de La Baule à Paris où je découvrais des choses puis une vie que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que les étrangers étaient des marchands de cacahuètes sur la plage, mais n'étaient pas, c'est vrai, quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert qu'ils pouvaient faire des études. Et ça m'a vraiment aussi ouvert l'esprit parce que j'étais vraiment restreinte dans toute mon éducation où on m'avait limité la vision justement de l'autre.
Et donc, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance, justement, de rencontrer un ami qui faisait HEC. Donc, je me suis dit, comment, c'est pas qu'un marchand de cacahuètes sur la plage, quoi. Voilà. Donc, en fait, cette vision s'est élargie quand je suis arrivée à Paris. Et j'ai eu la chance d'être avec des gens qui, finalement, bon, c'était plutôt des intellectuels qui m'ont permis d'aller toujours plus loin dans ma quête de comprendre les choses. Mais je dirais que dans cette partie de vie, c'était surtout de comprendre l'extérieur des choses, le comment, le pourquoi, mais plus intellectuel. Et voilà, et puis, puisque c'était Faites l'amour, pas la guerre, hein, en mai 68, eh ben, je me suis retrouvée enceinte. Et donc, j'ai fait une grossesse, j'ai vécu cette grossesse seule. Je suis allée accoucher la nuit, mais je dirais que ce n'était pas un problème pour moi parce qu'à partir du moment où j'avais accepté ce choix, pour moi, c'était clair. Et je crois que c'est mon scoutisme aussi qui m'ont toujours donné le sens de l'engagement. Et quand on s'engage, on prend toutes les conditions que ça, c'est le moment de dire, ça engage, c'est-à-dire bonnes ou mauvaises, mais il faut être décidé de j'accepte, j'accepte pas. Et là, voilà, et d'ailleurs, ma fille aînée a été une des plus gâtées de la maison parce qu'elle a été acceptée avec la joie et le sourire. Et donc après, je me suis retrouvée, justement 3 ans après, et j'ai rencontré un homme, mais qui, lui, était vraiment dans la souffrance. Et donc, je me suis dit, je vais l'accompagner. En fait, très curieusement, je me suis mariée pour faire le chemin avec lui, pour l'aider dans cette souffrance qui était terrible depuis l'enfance. Donc, ce parcours, quand je me suis mariée, c'était vraiment difficile parce que j'avais l'impression d'aller à l'échafaud. C'est quand même bizarre de passer un mariage comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti parce que c'était vraiment un cheminement pour aider quelqu'un comme les pierres qui se frottent. Et je me disais que ça ne durerait pas longtemps parce que c'était tellement douloureux, mais en fait, ça a duré 20 ans, le temps que justement 20 ans, j'ai eu cette ouverture spirituelle. C'est là, il a fallu que je boive le vin jusqu'à la lie pour tout d'un coup, là, j'ai eu une ouverture spirituelle qui m'a permis complètement de voir autrement. Et ça a été... alors, c'est... Bon, après, c'était des rencontres parce que cette ouverture a été faite de rencontres spirituelles aussi bien, je dirais, des soufis que l'abbé Pierre, puisque l'abbé Pierre, je peux dire que c'est lui qui m'a ouvert, c'est-à-dire quand je l'ai rencontré, voilà, quand j'ai eu cette ouverture spirituelle, j'ai vu toute ma vie à l'envers. Et j'ai vu aussi mon scoutisme dont je parle. Et à l'époque, était en train de naître le scoutisme musulman qui avait fait un accord avec les scouts chrétiens. Et c'est comme ça qu'il fallait un parrain. Et donc, j'ai demandé à l'abbé Pierre d'être parrain parce que lui, il a toujours été chef scout. Et c'est dans notre rencontre qu'il m'a transmis ce regard sur les femmes. Et quand je suis sortie de notre rencontre, je ne voyais plus que les femmes en souffrance, quoi, les femmes de la rue. Et là, du coup, j'ai su que c'était vraiment ma fonction, quoi. Je sentais intérieurement que c'était ça. Et donc, du coup, j'étais dans un laboratoire, donc j'ai tout laissé. J'ai été voir le PDG en disant « je m'en vais ». J'ai laissé aussi la maison. Mes filles étaient grandes et commençaient à être grandes. Et du coup, j'ai tout laissé pour aller vivre justement ce que vivaient les gens de la rue, même voilà, pour descendre un petit peu justement à la rencontre de la souffrance. Moi, ce que je reprocherais justement à toutes ces associations, à tous les gens qui viennent apporter, c'est pas ça dont on a besoin. Enfin, vous savez, quand vous vivez avec des clochards qui sont pourris de la tête aux pieds,
c'est quand vous voyez les gens arriver avec leurs vêtements ou la nourriture, c'est une très bonne chose, hein. Mais ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment qu'on s'assied à côté et qu'on aille chercher là où ils souffrent, aller au-delà de la forme, chercher ce qui reste de vie et comment on peut les aider à transformer, à remonter, à écouter un autre monde. Donc, ça a été une grande expérience d'aller justement, je peux dire presque dans l'inexistence, parce que c'est vraiment ça. Et après, donc, on m'a ouvert une grande maison sur le quai de la Seine. Et c'est comme ça que je suis arrivée avec les zombies de la rue, parce qu'on peut appeler les zombies de la rue, parce qu'il y avait vraiment des femmes dans des états, c'était plus des femmes, hein. Alcool, drogue, il n'y avait même pas la trithérapie encore, donc avec le sida. Et donc, cette maison, elle était bien parce que justement, elle était avec une cour intérieure et des arbres. Et donc, la philosophie, ça a été vraiment jour après jour. Je peux dire que maintenant, ça fait 33 ans que j'agis. Et en fait, je peux dire que c'est une philosophie qui a été goûtée, qui a été sentie, qui a été adaptée à tout ce parcours, vraiment où l'on voit que chaque être humain, différent, pour que ce soit justement un travail unique à chaque fois, pour justement, on n'est plus deux, on est un. C'est une alchimie entre l'autre et toi. C'est plus forcément résoudre les choses extérieures, mais c'est d'aller justement les aider à transformer et remonter les nœuds pour qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont reçu déjà à la naissance, puisque quand on coupe le cordon, dans chaque personne, il y a un trésor. Et la vie normale, on doit développer ce qu'on a reçu. Faire son œuvre, c'est connaître les qualités qu'on a reçues pour pouvoir le réaliser. Et donc, c'est ce travail qui a été fait en France. Donc, j'avais une équipe aussi, hein, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cercle, ce sont des gens qui ont des diplômes, des savoirs différents, des personnalités différentes, et qui voient les personnes à accompagner, mais d'une manière pas extérieure, où on pose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas on pose l'histoire, mais on essaie au fur et à mesure de voir et de sentir ce qui est le caché, ce qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire qu'il faut transmuter les yeux extérieurs en œil intérieur. C'est ce travail, c'est un double miroir en fait. On croit qu'on vient accompagner, mais en fait, on se soigne autant, on évolue autant que la personne qu'on accompagne. On est dans le subtil, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans le mental, mais on est dans le ressenti, le cœur. Je dirais que c'est plus du domaine de l'âme. Et donc voilà. Et Théodore Monod, qui était très proche de la Maison Rose, de Cœur de Femme, venait souvent, hein, puisqu'on avait des visites intéressantes. Il y avait Simone Veil qui venait souvent aussi. Donc, j'avais la chance d'être vraiment à côté de gens qui ont des choses à dire et des parcours différents. Alors, ce que je dois bien expliquer aussi, c'est que tout au début, quand j'ai ouvert la Maison Rose, Cœur de Femme, c'était très, très dur parce que ces femmes, vous vous réveillez le matin, il y en avait une morte, une autre qui faisait flamber son lit. Et donc, pour moi, c'était affreux au départ. Et j'ai dit à Dieu, écoute, c'est pas normal, il faut que tu m'envoies à Aaron aussi parce que j'avais besoin de quelqu'un de solide et quelqu'un qui fait ce que je ne sais pas faire. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a envoyé Daniel, où on est un duo. Et donc, on est très complémentaires. Et ça, c'est important parce que on ne peut pas cheminer tout seul. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui fait ce que vous ne savez pas faire. C'est ça, le deux, il est toujours fait pour cet équilibre-là.
Et donc, c'est ce qui m'a permis aussi à chaque fois de pouvoir cheminer. Et donc, pour en revenir à Théodore Monod, il disait toujours aux femmes quand il venait, vous brûlez pas les étapes, c'est marche par marche. Et c'est ce qu'on a réalisé en 20 ans, de la rue à l'envol, de l'inexistence à l'existence. Ces 5 marches qui fait que, au fur et à mesure, on est dans un dévoilement justement de soi-même et dans une connaissance de ses qualités pour s'envoler ensuite dans la vie. Alors, c'est vrai que on s'occupe de la grande souffrance, mais j'ai du mal à aller dire vous ne me voyez pas beaucoup avec mon drapeau la souffrance, parce que pour moi la souffrance c'est vraiment le support justement du changement de vie. C'est par la souffrance qu'on peut remonter son histoire et dénouer ses nœuds. Et donc, Dieu ne nous a pas fait des yeux derrière la tête, justement, pour ne pas toujours nous retourner et nous empêcher de vivre. Il faut revenir à aujourd'hui je suis, vers repartir, justement, dénouer ses nœuds, revenir à aujourd'hui je suis avec les qualités qu'on a découvertes pour aller vers demain. Et là, on peut devenir témoin de justement de cette transformation. Voilà, donc en fait, la maison, le cœur de femme a duré 20 ans. Et pour moi, il fallait que quand ces 5 marches étaient mises, il fallait que je passe de l'autre côté. Parce que bon, le travail que je fais est un petit peu métaphysique quand même, il ne faut pas se le cacher, enfin imaginaire, imaginal, parce qu'il faut aller avec l'œil du cœur voir le côté du miroir. Et donc, maintenant, il fallait que je passe de l'autre côté je travaille beaucoup Orient-Occident. Enfin, quand j'appelle Occident, c'est la source, c'est d'où l'on vient, c'est les traditions uniques, je dirais, c'est d'aller chercher cette lumière qui nous habite tous, parce qu'on n'est pas séparés, hein, on est tous qu'un, et c'est au-delà des formes, et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et donc, l'Occident, c'est effectivement un peu plus ce que j'avais vécu à Paris, c'est-à-dire dans des normes et dans des formes, parce que l'Occident, c'est un peu plus ça. Et donc, j'ai eu la chance d'être favorisée pour venir au Sénégal, parce que le Sénégal était un pays qui m'intéressait parce que c'est un pays de dialogue. C'est un pays de dialogue. C'est un pays, je dirais, où le spirituel est important, mais un petit peu, il y a plusieurs confréries alors que c'est l'islam. Mais bon, ça, c'était pas… Ce qui m'intéresse, c'est justement ce sens quand même spirituel, parce que le travail que je fais est à la fois humaniste, mais aussi spirituel. Alors, c'est vrai que c'est au-delà des formes, comme je vous disais, puisque le but, c'est ce chemin qu'on a tous à faire, et ce voyage, il est universel. Et donc, quand je suis arrivée là, j'avais demandé d'être dans le quartier le plus pauvre, et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée à Pikine-Guédawaye, où là, c'est vraiment la pauvreté, les ethnies différentes. Donc, et puis, il fallait un lieu qui soit encore un ventre, puisque pour moi, l'architecture doit être un ventre. On vient poser son histoire dans un lieu qui contient, on vient remonter son histoire pas à pas, et on vient renaître. Donc, c'est vraiment ce lieu, il vous contient, mais c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a une vie communautaire, donc on se frotte les uns aux autres, mais on travaille son histoire et donc tous ces nœuds, mais il y a le temps. Le temps n'existe pas parce que on ne peut pas, si on est dans le temps, on est forcément dans le mental. Alors que si on laisse couler les choses, eh bien, on est dans chaque jour, il arrive une situation qui va vous permettre de vous poser des questions et de transformer. Alors, les supports comme à Paris, les supports dans cette maison de transformation, ce sont les ateliers.
Donc, les ateliers sont faits pour remonter l'inconscient, pour remonter les non-dits, pour remonter la conscience du corps, pour remonter tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Donc, elles arrivent avec des grandes souffrances, hein, parce que, bon, au Sénégal, c'est aussi, c'est différent parce que ce n'est pas des souffrances extérieures, mais c'est des souffrances intérieures. Elles sont, il y a beaucoup de viols. Les femmes subissent des violences parfois parce qu'il ne faut pas oublier que là, l'homme est très important et que la femme, des fois, elle doit se taire. Hein. Dans l'islam, c'est aussi ça. Donc, il y a une multiplicité. Ça vient de… Je dirais qu'il n'y a pas une forme de souffrance, il y en a des milliers. C'est un peu comme en France où il y avait tous les pays. Un jour, quand en France, Sœur Emmanuel est venue, il y avait 28 nationalités, mais ça venait de toutes les guerres, les réseaux de prostitution. Voilà, l'expérience était très grande. Et donc, ici, c'est pareil, il y a toutes les ethnies. Donc, pour rentrer dans cette Afrique, il a fallu vraiment que je change complètement aussi ma pensée, mais ma pensée beaucoup plus, je dirais, pas spirituelle, mais rentrer dans… Parce que ici, il y a les gris-gris, et puis chaque ethnie a des traditions différentes. Donc, il m'a fallu 6 ans pour comprendre toute rentrer vraiment dans le Sénégal et dans l'Afrique, parce qu'on a aussi des filles qui arrivent de Guinée, de Gambie, de Côte d'Ivoire. On en a même une qui est venue de Libye, elle avait été violée par les Boko Haram. Donc c'est cette variété, mais qui est hyper intéressante, parce que là, vous rentrez dans l'être humain tel qu'il est, avec sa richesse, quoi. Moi, je trouve que quand on vit comme ça, quand on rentre dans chaque être humain avec son histoire et tout, mais c'est fabuleux, quoi. Et c'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce qu'on ne fait pas, on est dans des techniciens, on s'occupe des choses extérieures, mais on ne s'ébahit pas devant des histoires. Et c'est ça qui nous manque. Donc voilà, et je vous disais, il m'a fallu 6 ans pour comprendre toutes les ethnies, les traditions, et puis les différentes, parce que je vous disais, les confréries, il y a 3 confréries très importantes qui n'ont pas du tout les mêmes rituels, donc il faut aussi comprendre les rituels. Voilà, donc en fait, tout ce travail, c'est un travail de rentrer, de pénétrer pour comprendre les gens qui vivent. Et donc, il a fallu que je forme les équipes. Donc, c'est là où on a pris aussi que des gens qui avaient des diplômes, parce que c'est important quand même qu'il y ait une technique, parce que par rapport à la justice, par rapport à toutes la société elle-même, il faut qu'il y ait une connaissance aussi de tout ça. C'est important. Mais justement, je leur désapprends ce qu'elles ont appris pour apprendre justement comment on voit, comment on accompagne, plus dans le 2, mais dans l'1. Comment on devient accoucheur pour voir ce qu'on ne nous dit pas. Et puis, voilà, tirer chaque jour, entendre différemment, voir différemment, sentir différemment, pour aller toujours plus loin et pouvoir le cacher, pouvoir voir le cachet de ce qu'il y a dans l'être. Donc, elles ont énormément d'ateliers, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a le théâtre, le dessin, où on découvre tout ce qui est les non-dits depuis l'enfance, parce que là aussi, le silence, hein, c'est ce qu'on appelle ensuite, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave, c'est les non-dits. Donc, elles ont la terre aussi, parce que la terre, c'est intéressant de voir comment les mains, comment elles sont, comment elles prennent la terre, comment elles prennent l'eau, comment elles vont malaxer leur terre. Tout est support à regarder ce qui n'est pas dit. Et donc, on peut lire l'histoire. Et puis, elles ont
Attends, il y a tout, hein, il y a beaucoup de choses. Elles ont alphabétisation parce qu'ici, beaucoup, bon, elles ne vont pas à l'école. Elles vont pas à l'école, elles arrivent souvent de leur village. Donc, elles arrivent du village et souvent à la ville. Hein, c'est comme ce qui s'est passé en France. Il y a un homme qui les séduit et hop, elles se retrouvent enceintes. Et là, elles sont rayées de leur histoire, de la famille. Et ce qui est plus grave, c'est que des fois, leur père, pas expulse, mais chasse la mère parce que c'est pas une bonne mère si elle a élevé sa fille justement qui est violée, c'est pas normal. Donc ça veut dire que c'est une mauvaise mère et la mère aussi se retrouve dans la rue. Voilà. Donc en fait, c'est pénétrer un monde différent, très différent de l'Occident, hein, très différent de ce qu'on a fait à Paris, mais hyper riche, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est la voie du milieu. En fait, chacun de nous, c'est ça qu'on doit comprendre. On est dans la voie à la fois extérieure, dans la forme, mais on doit faire un travail justement intérieur pour changer complètement ce regard et se dire qui je suis, et là, trouver sa place. Parce que ça va être, à la fin de notre vie, c'est ce qu'on va nous demander. Dieu va nous dire, je t'avais mis ça, où elle est ton œuvre, quoi. Et ça, on l'oublie. On l'oublie, on devient des robots, on devient des êtres qui avancent, mais vers quoi, on ne sait pas. Alors que normalement, justement, eh bien, on doit se frotter les uns les autres, se comprendre pour arriver à se découvrir et faire ce qu'on a à faire pour chacun. Et c'est pour ça, je pense que la physique quantique en parle bien parce qu'on n'est plus dans le deux. On n'est pas dans l'autre et moi, mais on est dans cette alchimie de l'autre avec moi, cette transformation d'énergie qui fait naître. Et quand un couple s'aime beaucoup, ils n'ont pas besoin de paroles, parce que s'ils mettent des paroles, ça va enlever justement toute cette beauté de la relation. Et bien c'est ça que j'essaie de transmettre, c'est cette relation avec l'autre où on essaie de sentir ce qu'il y a et de tirer le fil pour pouvoir la faire naître. Je dis toujours, s'il y a un cheveu, on peut le prendre. S'il y a une main, on peut le prendre. S'il y a une main, on peut le prendre. S'il y a un doigt, s'il y a un fil, on peut le prendre. S'il y a un doigt, on peut le prendre. S'il y a une main aussi. Mais s'il n'y a rien, passe ton chemin. Il faut beaucoup d'humilité quand on accompagne comme ça, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas changer qui que ce soit. On peut les aider à naître, on peut stimuler justement parce qu'on est des accoucheurs, parce que notre relation, elle est là. Dans l'accouchement, tout est subtil. Hein, c'est-à-dire que la femme qui va accoucher, elle va prendre soin et tous les gestes qu'elle va faire, ça va être des gestes particuliers de conscience et tout ça. Eh bien, nous, on fait le même travail. On fait le même travail avec les femmes qu'on accompagne. Et c'est incroyable parce que quand elles repartent, elles ne sont plus du tout pareilles. Elle dit, même tout le monde le voit. Même, il y avait une magistrate qui est passée hier, elle dit, je reconnais les enfants de la Maison Rose parce qu'ils ne sont pas pareils. Partout, les femmes, quand elles partent, on voit qu'il y a quelque chose de changé parce qu'elles sont dans leur conscience. Et là, elles ont en même temps découvert leur qualité pour faire leur métier. Donc, chacune, quand elles ont fait ce travail justement de transformation, sait quel métier elle va pouvoir faire parce qu'elle a les qualités justement pour le faire bien. Et donc, eh bien, quand ce travail, il n'y a pas de temps. Le temps, chez nous, il n'existe pas. Chacune a le temps qu'il lui faut pour sa transformation. Et donc, quand petit à petit, on voit qu'on avance et qu'on est au temps de s'envoler, eh bien, là, on va faire la formation pour réaliser son métier. Et je vous disais qu'on a eu énormément de bébés, puisqu'on est autour de 200 bébés qui sont nés
en 13 ans. Et donc, forcément, elles arrivent aussi avec un bébé dans le ventre et de viol. Donc, là aussi, il faut qu'elles aiment le bébé. Parce qu'ici, on abandonne souvent son enfant ou on le laisse à une tante ou autre et on ne prend pas conscience que l'enfant, il a besoin d'être accompagné et d'avoir une mère. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apprend déjà à aimer le bébé dans le ventre. On fait tout ce travail. Et après, quand elles accouchent, il y a un grand travail qui est fait pour les enfants. Tous les petits de la naissance, on en a tout un… Vraiment, c'est sympathique parce qu'on a beaucoup d'enfants. On a aussi les enfants que la justice nous met pour qu'on les élève. Et c'est des enfants très joyeux parce qu'on leur développe tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et là, on est justement… on va construire dans les semaines qui viennent une petite maison, enfin une maison à côté de la maison rose qui va s'appeler la petite maison rose pour justement les nouveau-nés jusqu'à 5 ans en développant ce double regard, c'est-à-dire une éducation avec le regard symbolique d'un côté et le regard extérieur, c'est-à-dire que l'enfant justement, quand on lui inculque ce regard, ça devient inné. Il sait regarder la forêt, il sait regarder les arbres, il sait regarder les fleurs, il sait regarder les animaux, chose que maintenant, surtout au Sénégal, on ne sait plus faire. On vit dans la ville, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Ils sont dans la violence. Et donc, tout ça, c'est tous ces projets-là. Et donc, les femmes, on développe aussi la permaculture pour qu'elles apprennent à regarder justement les plantes et les fleurs qui poussent ensemble. Donc, pas à pas, on avance. Donc, quand je vous disais que ça fait 33 ans, c'est une évolution perpétuelle dans cette, je dirais, pour voir toujours plus loin, pour aller justement dans cette merveille qu'est l'être humain, hein, parce que enfin, moi, j'ai que des femmes cassées ou des petites filles, mais c'est tellement extraordinaire. Quand on voit la matière et quand on les voit changer et quand on voit justement ces qualités naître, alors, ce n'est pas la quantité, c'est sûr, mais vraiment, ça nous donne beaucoup de joie. Donc, je crois que je vous ai résumé un peu tout ce parcours. Donc, c'est une expérience très, très, très personnelle. Donc, ce que je pourrais vous dire à chacune, c'est de rentrer dans votre histoire parce que chaque histoire est porteur justement d'un sens profond et d'une œuvre particulière. On n'a pas tous la même, mais on a tous quelque chose à faire en particulier et ce qui nous permet de comprendre, quand on a compris que l'autre est soi, eh bien, on n'est plus dans la dualité, ni dans… On travaille aussi justement la violence parce qu'on se dit, mais voilà, il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'elle me renvoie de négatif pour toujours aller plus loin, pour intégrer que justement, c'est aussi ces supports-là qui nous font grandir. Merci beaucoup, Mona, pour cette plus qu'une présentation. Hein, c'est vraiment, en fait, 40 minutes, même pas 30 minutes, c'est très court pour expliquer tout ce que vous avez vécu pendant ces 33 ans. Mais déjà, vous avez résumé en peu de temps ce que vous avez quand même traversé et je trouve ça très intéressant. Donc, on va laisser la place maintenant à chacun et chacune d'entre vous à poser des questions à Mona essentiellement et ou bien à faire quelques commentaires. Donc, voilà, je laisse la place aux personnes à partager aussi et à exprimer ce que vous avez ressenti aussi en écoutant Mona. Voilà, je laisse. Alors, je vois Bénédicte qui lève déjà la main. Vas-y, Bénédicte. Ok, bonjour Mona. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on est allé te voir à Dakar avec un groupe de jeunes. Et en fait, on a eu tes coordonnées par une grande amie à moi qui est ici ce soir, qui s'appelle Sabine Bruno. Est-ce que tu te souviens d'elle, qui m'avait donné ton nom? Et j'aimerais bien qu'elle dise quelques mots parce qu'elle a créé aussi une association en pensant à toi. Alors, je vais te laisser la parole, Sabine, si tu veux bien dire quelque chose.
Merci Bénédicte, merci. Alors moi, je suis particulièrement... On n'entend plus. Voilà. Il faut Ton ouvrir le micro, micro. Sabine. Voilà, vous m'entendez? Oui. Mona, je suis particulièrement émue ce soir de te voir parce que il y a peut-être 15 ans, 16 ans ou 17 ans, je t'ai écouté à Lille 2 fois. Tu es venue à Lille, je t'ai écouté et après t'avoir écouté, j'ai trouvé une voie auprès des femmes, une voie je dirais, à accompagner des femmes qui étaient pour les mettre en lien, parce que j'ai réalisé aussi dans ce que tu racontes que l'isolement est aussi, je dirais, pour une femme, un facteur de fragilité. Et j'ai eu l'idée de créer une association, donc à Roubaix, qui s'appelle Cœur de femme avec un H, parce que j'avais envie qu'elle résonne comme ton cœur de femme, mais à ma manière. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je t'ai écrit à ce moment-là, mais je sais que ce n'était pas une période pour toi où on pouvait communiquer. Et quand Bénédicte m'a dit donc qu'on avait l'occasion de se voir sur Zoom, je me suis dit, alors je ne suis pas très Zoom, mais là je vais m'organiser parce que vraiment je suis ravie de t'avoir écouté à nouveau, d'avoir senti en moi vraiment toujours ce désir d'être auprès des femmes différemment et de vrai. Et c'est vrai que je pense que comme tu dis, on a chacune une mission sur cette terre et cette mission, faut pouvoir justement la faire résonner en soi. Et ça, vraiment, merci Mona pour ce témoignage vraiment fort et qui, à mon avis, touche l'une et l'autre différemment. Et merci à Bénédicte de m'avoir mis en lien aussi comme ça. Voilà, merci Mona. Merci beaucoup Sabine. Merci à toi Sabine, parce que grâce à toi, j'ai visité cette fameuse maison rose qui est extraordinaire avec plein de petites chambres et nos jeunes, ils ont été vraiment très touchés en visitant. Et si je me souviens bien, c'était un ancien... c'était une maison un tribunal ou quelque chose avant cette maison. Tu peux raconter un petit peu la manière dont vous avez eu cette maison, Mona? Je peux y aller? Oui, donc en fait, si tu veux, bon, ça s'est fait naturellement parce que moi, je n'ai même pas cherché. Quand j'ai écrit, enfin, le Rencontre entre deux rives, ce qui était important, c'est d'être dans le quartier pauvre, tu vois. Et donc, ça s'est fait de bouche à oreille, puisque j'avais nommé ça. Et du coup, c'était effectivement un ancien tribunal qui venait d'instance et qui venait d'être rénové. Et donc, c'est passé de juges qui étaient très durs avec les jeunes à une maison de paix. Donc, c'est vraiment curieux parce qu'effectivement, et à un moment, je dormais dans une chambre où vraiment, il y avait des mauvaises énergies. Et quand j'ai dit ça à un voisin, il me dit, ah ben oui, ben là, il y avait un juge qui était très, très dur et qui envoyait tous les jeunes en prison. donc voilà, mais c'est des histoires, quoi. C'est vrai. Et cette maison correspondait complètement parce que c'est comme un ventre, vous avez vu. Et il y a des escaliers qui sont à l'intérieur. Et quand on y rentre, on est dans un autre monde. C'est pas du tout, on sort de la ville pour rentrer dans un lieu où tous les gens disent, ah, c'est la paix, quoi. C'est vrai. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ce lieu, cette maison rose qu'on restaure là, qu'on a du mal à restaurer parce qu'elle a souffert beaucoup, hein, parce que quand il y a les pluies, et puis, donc c'est pas évident, mais voilà, elle va reprendre vie parce qu'on la restaure, et puis avec la petite maison à côté qui va être pour les bébés, quoi, les enfants jusqu'à 5 ans. Ça va être un beau, beau, beau projet. Ouais. Super, merci. Ce serait intéressant de montrer justement une photo de la Maison Rose. Je ne sais pas si Victor va pouvoir en trouver une et nous la montrer vite fait.
Peut-être que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions. Oui, je vois une main levée, Marie-Claude. Oui, et ben moi je suis touchée, émue, Mona. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et je reçois régulièrement la photo des bébés qui naissent. Une fille, et voilà une fille, et voilà un garçon, et voilà encore une fille, avec beaucoup de joie. Et chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, comment vous faites? Est-ce que vous poussez les murs pour recevoir toutes ces femmes et tous ces bébés? Alors maintenant que tu dis que vous allez avoir une petite maison pour les bébés, je comprends l'urgence de cette petite maison. Mais la question que je voulais te poser, c'est que depuis 10 ans, plus de 10 ans que vous êtes là-bas, vous avez dû recevoir des centaines de femmes. Oui. Comment vous faites quand elles sont mûres pour quitter? Parce qu'il y a un roulement. Oui. Ce n'est pas possible de les avoir tous ensemble. Comment vous faites et quelle est la durée? Puisque tu dis qu'il n'y a pas, que c'est hors temps. Alors, oui. Donc, si tu veux, il n'y a pas de temps pour chacune, mais comme on est toujours en stimulation, tu vois, perpétuellement, elles sont là, il n'y a pas de temps, mais le fait de faire les ateliers, tout ça, on les stimule perpétuellement, tu vois. Donc, en fait, les nœuds remontent, et arriver quand elles sont dans cette transformation où tu les vois, le problème se règle un peu mieux avec la famille parce que là aussi, tu vois, on prend le temps, on ne va pas faire venir le père, la mère ou le copain ou le père du bébé ou autre. Tu vois, c'est un travail qui est lent, mais qui est juste. Tu vois, on goûte chaque instant pour savoir si c'est bien. Donc, quand on sent que le travail commence à se faire, eh bien, on voit aussi ses qualités. Tu vois, on voit les qualités de la fille. Et là, on va commencer à savoir exactement ce qu'elle va faire demain pour faire le métier, tu vois. Et le bébé, c'est aussi, il faut un temps pour que le bébé qu'elle n'aime pas, parce qu'il faut savoir que c'est que des bébés qui ne sont pas désirés, tu vois. Et quand tu as un bébé de viol et que tu as été violé durement, tu sais comment tu vas aimer ton bébé. Mais en général, elle l'aime, tu vois. Mais autrement, tu me dis comment on loge tous. C'est-à-dire qu'on vit vraiment à l'africaine. Tu vois, on vit pas, les bébés ne sont pas dans des berceaux. Tu vois, les bébés vivent avec les mères dans le même lit. Les enfants, on met des matelas par terre et des moustiquaires par-dessus. On vit vraiment à l'africaine. Tu vois, parce que je veux pas, c'est important qu'on reste avec toutes les traditions. Tu vois, et c'est des filles qui viennent des villages, donc même pour manger, elles mangent autour du bol, tu vois. Donc, moi, j'aime bien ça parce que ça apprend la solidarité aussi. Bien sûr. Alors, voilà, on reste à l'africaine. Bon, il y a des choses qu'on essaie de leur apprendre pour qu'elles, tu vois, qu'elles peuvent vivre un peu partout, mais on vit vraiment l'africaine. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est super. Et puis, donc, on a 2 péricultrices, mais l'endroit des bébés, c'est extraordinaire. C'est toujours dans la joie. Ce matin, j'ai été avec les enfants, mais c'était, tu ne peux pas t'imaginer, ils sautent dessus, ils chantent, ils dansent. Et donc, oui, ça, c'est une grande, grande joie de voir les enfants qu'on a, tu vois. Et c'est vrai que ce matin, j'avais justement, on venait nous demander comment on peut faire pour avoir des enfants heureux, tu vois. Eh bien, voilà. J'espère bien que tu viendras, toi aussi, visiter cette maison parce que… J'espère. Et puis la maison des enfants après, tu vois, parce que ça va être vraiment un projet, surtout que ce sont 2 architectes écologistes et qui nous ont fait une maison, mais complètement en terre, comme on faisait en Afrique avant. Et c'est magnifique, elle est magnifique. Et donc, ça va être un chantier école où les jeunes de la rue, avec Village Pilote, vont faire les briques. Et en fait, c'est ces jeunes qui vont faire la maison. Super. Tu vois, on essaie de tout mettre les gens, tu vois, en alchimie comme ça pour faire des projets.
Mais c'est vrai que cette maison rose, elle est quand tu rentres, tous les gens qui rentrent dedans, il y a la joie. Même si c'est des histoires terribles, il y a toujours la joie. Tu vois, tu sens, il y a quelque chose. Mais je crois que c'est ça. Faut arrêter de pleurer. Faut arrêter de pleurer sur la souffrance, tu vois. Moi, quand j'entends, tu ouvres la télé, tu as toute la souffrance, tu as toujours… Tu vois, il faut vraiment qu'on parle un peu plus on peut changer, on peut, tu vois, des exemples, tu vois, et comme je dis toujours, tous les jours, je le dis, Dieu ne nous fait pas des yeux derrière la tête pour qu'on ne soit pas toujours à regarder ce qu'on a fait comme défaut, tu vois. Tout ce qu'on a fait qui n'est pas bien. Pardonne-nous, il faut se pardonner soi-même et avancer, quoi. Tu vois, un jour, il faut inverser le mécanisme. Et c'est cet œil qui est l'œil de l'intelligence, en fait. Pour moi, c'est vraiment l'œil de l'intelligence. Il faut arrêter d'être des zombies où on apprend, on a des techniques, mais ça ne nous change pas. L'intelligence, elle est en nous. Tu peux parler de l'intelligence du cœur, alors. Oui, c'est l'intelligence du cœur. Oui, si tu veux, c'est voir autrement. Oui. Tu vois, c'est vraiment une méditation soi-même, c'est d'aller chercher en soi, justement, quelle est, si tu veux, peut-être d'aller voir ce qu'on ne voit pas. Hein. Oui. Moi, c'est vrai que je n'ai plus du tout le même regard, surtout depuis qu'il y a eu le Covid, où j'ai été beaucoup avec moi, c'est le moment de dire, face à face, et ça nous fait grandir et enlever les voiles. En fait, on n'a que des voiles. Et quand on remonte le temps et que petit à petit les voiles s'en vont, on va dans la réalité de la vie. Tu vois, et on revient à soi-même. D'ailleurs, le virus, c'est ça. Il nous dit, arrête d'aller chercher, de vouloir, d'être le plus grand, le plus beau. Il te dit, mets-toi face à toi-même et qui tu es. Tu vois, et fais ce que tu as. Alors, Mona, comment vous avez vécu le Covid au Sénégal? Eh ben, on l'a vécu. Bon, au départ, on a fermé un peu la maison. On n'a pas repris des gens nouveaux. Mais après, petit à petit, on a réouvert parce qu'on ne pouvait pas, nous, quand il y a des enfants dans la rue ou des femmes enceintes ou autres, c'est difficile pour nous de dire non, on ne peut pas parce que sinon, c'est la rue. Donc, à chaque fois, on essaie de voir. Mais bon, grâce à Dieu, on n'a pas eu de problème. Mais c'est vrai que Daniel et moi, on s'est un peu mis à l'écart parce qu'on n'est pas toutes jeunes et qu'il fallait se protéger quand même. Et comme moi, je suis en train d'écrire justement un livre qui sortira qu'au début de l'année prochaine, qui sera sur cette expérience justement de ce que j'ai vécu en France et là, et toute cette transformation et sur la philosophie. Donc, il fallait que je me mette en moi, quoi. Donc, c'est pour ça que ça a été plus oui, comme dit Daniel, c'est vrai qu'on n'a pas eu tous les morts que vous avez eus. Nous, en fait, le Sénégal n'a pas été vraiment touché par rapport à la France. Vous avez utilisé l'artémisia? Oui. Non, c'est vrai qu'on essaie d'utiliser plus ça, quoi. Mais non, c'est que ça ne nous a pas touchés. Mais c'est vrai qu'ici, ça fait un moment, comme disait un ami qui est médecin, il disait, ici, il y a eu 300 morts, mais il y a eu 500 morts dans la mer, le même mois. Ah oui. Parce qu'ici, ils sont partis et les pirogues sont… et donc, ah oui. Ah, voici une image. Voilà. Victor a trouvé quelques images. Voilà. Ouais. C'est bien. Voilà, c'est fait d'escalier comme ça. Donc, c'est comme un ventre. On circule dedans. On monte, on descend perpétuellement. Et voilà, vous êtes là. Ouais. Et oui, ça c'est l'entrée. Oui, c'est l'entrée aussi. Voilà, donc elles sont au cours de théâtre. Ouais, là, c'est le prof de théâtre devant. Et voilà, donc en fait, ce qui est intéressant au théâtre, c'est que, et ça lâche beaucoup, beaucoup de choses parce que en Afrique, les contes et la vie, justement, s'expriment beaucoup par le théâtre et les contes.
Et c'est pour ça que c'est extrêmement, extrêmement important parce que pour eux, c'est le support. Le meilleur support, c'est ça. C'est tout ce qui est imaginaire. Formidable. Parce que les Peuls, par exemple, tout ça, ils ont beaucoup ben oui, c'est des histoires, hein, comme en pâté pas, qui racontent beaucoup d'histoires. C'est pour ça que nous, ces supports-là sont très, très importants pour nous, parce que justement, ben, les contes, tout l'imaginaire chez l'Africain nous révèle plein de choses. Ouais. Tout ça, c'est les moyennes, ça. Ça, c'est nos adolescentes. Alors, souvent, les adolescentes, eh ben, elles ont été... c'est-à-dire que quand je vous ai expliqué que des fois, les mères ben, ont plein d'enfants et vont donner un enfant à la tante ou à quelqu'un qui n'en a pas. Et oui, ce qu'on appelle le confiage. Et quand elles sont adolescentes, souvent, ben, tout d'un coup, elles se réveillent, elles se disent, mais qui est ma mère, qui est mon père? Et là, elles se mettent à se sauver pour trouver leurs parents. Voilà. Donc souvent, ben, on a du mal tant qu'on n'a pas restauré des liens parce que forcément, elles se sentent rejetées de la famille, quoi. Elle n'est plus pareille. Et puis, il y en a aussi des petites qui sont violées, ça arrive, hein. On a pas mal de viols. Donc voilà, il y a tout, hein. Oui, il y a les scènes de ménage où les enfants... Hein? Ah oui, oui, il y a ces petites que vous voyez souvent, justement, c'est elles qui font les petites bonnes. Et on en a une de cet âge qui est arrivée, qui avait été violée par un vieux, mais c'était plus des mains. C'était carrément, il y avait au moins 1 centimètre de cornes. C'était fou sur ses mains, tellement elle travaillait. Donc voilà, quand je vous dis, c'est beaucoup la souffrance. On a eu des petites de 10-12 ans qui sont venues accoucher. Moi, j'en ai accompagné une à l'accouchement, mais elle se roulait par terre comme un bébé. C'était horrible. Et justement, donc voilà, il faut... En fait, quand on fait ce qu'on fait, il faut avoir dépassé énormément de choses. Il faut, tout ce qui peut vous arriver, il faut le regarder tel quel, quoi. Voilà. Et voir la bonne attitude. Avoir l'attitude juste. Et puis, c'est comme en France, c'est enlever les gens qui viennent perturber. Parce que quand il se passe quelque chose, hein, quand vous avez n'importe quoi, une crise d'épilepsie ou n'importe quoi, il faut enlever les gens et hop, réduire et puis agir. Mais pour nous, ça a été dur. Ce qui a été dur en Afrique, c'est qu'ils ne sont pas dans le... Nous, on agit tout de suite. Mais eux, ce n'est pas pressé. C'est pas pressé. Ils ne voient pas l'urgence. Et donc, c'est un vrai problème. Un vrai problème quand il y a des choses, parce qu'on a une deuxième maison qui est la maison des petits talibés, c'est-à-dire pour les petits mendiants. Donc, ben, on en a pas mal. Hein, mais c'est pareil, ils arrivent des fois complètement battus par leur marabout. C'est des plaies partout. C'est terrible. Il y en a même un qui est mort sous les coups du marabout. Voilà, donc en fait, on forme les équipes à l'urgence. Et puis, je parle de rapide protection. Donc, comme on travaille avec l'UNICEF et qu'on est devenu un peu, je dirais, une référence pour tout, avec la maison déjà des garçons, on avait déjà une banque de données. Et Daniel, avec l'UNICEF, a pensé qu'il fallait aller plus loin. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait, ils ont formé avec Pékin, qui est une ville très, très importante. Et ils ont formé 1230 personnes qui sont les piliers un peu de Pékin, hein, de la société. Et ils ont un téléphone portable avec des codes. Et ces codes, justement, donnent des références de violence. Et donc, quand il y a n'importe quelle souffrance et violence,
immédiatement, la personne, hop, remonte à la banque de données et justement, on agit tout de suite. Donc, il y a tout un réseau qui va du commissariat, le préfet, enfin, tout un circuit qui fait qu'on traite le problème tout de suite. Et ça a été une grande, grande, grande avancée parce qu'il n'y avait rien autrement. On ne savait absolument pas. Au Sénégal, on ne sait pas ce qui se passe vraiment parce que les gens le cachent. Par exemple, les viols, eh bien, on ne va pas les révéler parce que comme souvent c'est dans la famille, des fois c'est le père, des fois c'est l'oncle, et que si on le dévoile, il va en prison, eh bien, on n'en parle pas. Donc, c'est caché et c'est la fille qui souffre. Et c'est ou l'enfant, parce qu'il faut savoir que les talibés, comme ils vivent tous ensemble dans leur dara, eh ben, les grands violent les petits. Et donc, c'est terrible parce que tout ça, c'est des souffrances incroyables, quoi. Incroyables. Donc, on ne peut pas imaginer tout ça, mais c'est cette réalité, quoi. Hein? Voilà, on voit le sourire de ces enfants. Je pense que ça, c'est un début de renaissance. Ah ben oui. Non, puis moi justement, le travail qu'on fait là maintenant, il se transmet encore plus aux adolescentes parce que je pense que ce travail-là, c'est le travail de demain. C'est plus justement, ça s'adresse plus aux adolescentes et aux bébés, aux enfants. Et c'est pour ça qu'on développe plus de choses parce que il faut changer de regard, il faut changer de formatage. Donc, moi, je crois plus aux adolescentes qu'aux femmes parce que c'est plus dur. Elles ont vécu des choses, mais elles changent. Hein. Mais c'est plus difficile que les adolescentes qui, elles sont toutes à justement cette compréhension et voilà, et cette envie de vivre. J'ai vu qu'il y avait une personne qui levait la main, donc c'est Alice. Est-ce que tu peux poser une question, Alice? Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier beaucoup, beaucoup et beaucoup Madame Mona, qui est pénétrée dans le fond même, dans le cœur même d'une situation on voit qu'elle s'est fondue dans la situation. Elle est cette situation, elle a compris cette situation. Et puis moi, en parlant, ça me donne de frissons et c'est très touchant. Et je voudrais tellement la remercier. Madame, moi, je suis une béninoise. Hein, et je vous en remercie. En fait, ma question est celle, j'ai deux questions à poser. Est-ce que Maison Rose a une relation commune avec les Blues Roses? Ça fait ma première question. Et avec les Blues Roses. Les Blues Roses, non. D'accord. Oui. D'accord. Et puis, je voudrais savoir pourquoi vous appelez ces enfants-là les adolescents? Ces enfants qu'on a montrés, c'est-à-dire des enfants déjà à 12 ans, sont appelés les adolescents. Oui, voilà, merci. Alors, la blouse rose, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi on a appelé la maison rose? Parce qu'elle était rose. Et quand je suis arrivée, j'avais une amie, et comme il n'y avait pas de nom, eh ben, elle me disait toujours la maison rose, et du coup, c'est resté. Mais c'est pas... bon, ça n'a rien à voir avec rien du tout. Merci beaucoup parce que ici, je rentrais dans le groupe comme bénévole dans Blues Rose. Dans les Blues Roses. Voilà, c'est pour cela que ça m'a interpellée. D'accord, mais tout ça, on est des femmes, hein, et on s'occupe des autres. Hein, alors, on est reliés les uns aux autres. Hein. Je crois que ça, il faut bien savoir qu'on fait tous, quand on peut, les mêmes choses. Voilà. Et puis, la deuxième chose, vous m'avez dit, c'était... pourquoi ces enfants, vous les appelez? Parce que dans la maison, il y a des groupes, tu vois. Il y a les femmes. Donc, les femmes, c'est après 16-17 ans et qui, sont en général, ont des enfants ou sont déjà plus adultes, tu vois. Et donc, les adolescentes, pour moi, ça va de 11-12 ans à 16 ans. Voilà. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elles vont à l'école quand même. On les met à l'école aussi. Donc, à l'école publique, hein, on les met. Voilà. Alors, sauf celles qui n'ont pas de papier.
parce qu'ici, en général, il n'y a pas de papier. À chaque fois, il faut tout refaire les papiers parce qu'il n'y a pas de mariage à la mairie. C'est des mariages musulmans, mais ils n'ont jamais été faire des papiers, donc ils n'ont pas de certificat de naissance ni rien. Mais des fois, les parents non plus n'en ont pas. Donc, c'est tout un travail très profond et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut le temps. On ne peut pas dire on fait parce que tout est avec le temps. Mais ça, c'est l'Afrique. Hein. Pour moi, c'est ça qui est bien. C'est prendre le temps de faire les choses et jamais se presser. Et c'est comme ça que tu vois l'évolution des choses. Parce que tu prends le temps. Merci. Moi, je sais que j'aime beaucoup maintenant. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu la chance. Théodore Monod, ici, a fait l'IFAN, ce qu'on appelle. C'est un lieu, justement, pour aller rechercher toute l'histoire de l'Afrique, toutes les ethnies, tout ça. Et il y avait justement, il s'appelait le professeur Ibrahim Sow, qui avait fait le laboratoire de l'imaginaire. Et c'est lui qui m'a beaucoup, beaucoup appris et enseigné toutes les subtilités de l'Afrique, les gris-gris, toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Hein, parce que quand tu as une fille qui est envoûtée, voilà, il faut bien se mettre face à ça. Donc, tu es obligé d'approfondir, de ne pas rester avec ton esprit, là, comme ça, mais il faut aller justement sentir qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi. Mais ça, c'est fabuleux, c'est une belle histoire. Ouais. Merci, Mona. Je vais voir s'il y a d'autres, parce qu'on arrive vers la fin de notre rencontre. Donc, je vais voir s'il y a d'autres personnes. Bien sûr, Bénédicte, je sais. Sinon, est-ce que d'autres commentaires, d'autres personnes, d'autres questions? Non, juste. Voilà. OK, Marie-Christine, à toi aussi, Bénédicte, et j'ai vu aussi Michel. Marie-Christine? D'abord, je voudrais vraiment remercier Mona. Je suis totalement impressionnée par la grandeur de cette œuvre. À la fois, Mona m'a mis l'eau à la bouche. Et je m'aperçois que la vision est tellement grande, mais à la fois, on ne sait rien de la réalité concrète de ce qui se vit. Et ça m'intrigue énormément, bien sûr. Mais une question plus précise, je m'interroge, le nerf de la guerre, c'est bien sûr l'argent. Quel budget? Comment faites-vous pour accomplir de telles réalisations? Voilà. Oui, c'est le gros problème. C'est vraiment ça. Si on n'avait pas la foi, je crois que ça fait longtemps qu'on aurait laissé. Mais donc, nous, on a l'UNICEF, Save the Children, et puis ici, on a de temps en temps des entreprises, des associations qui viennent apporter, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une maison. Donc, on mange. Donc, le riz, c'est par je ne sais pas combien de kilos par jour. C'est énorme, énorme. Et puis, on a Mécène en France aussi, on fait un gala tous les 2 ans. Donc, c'est pareil. Donc, on tire, mais ça, c'est le rôle de Daniel, ce n'est pas le mien. Mais c'est surtout que, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à une phase, en plus avec le virus, où il va falloir aller ouvrir et puis un peu, justement, chercher ailleurs, parce que c'est une expérience aussi qu'il faut qu'il soit reproduite, mais il faut chercher parce que nos budgets sont lourds. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des enfants et que les enfants, ils cassent une porte, ils cassent les robinets. On est à 2 robinets par mois, hein, parce que voilà, ils s'appuient sur les robinets. Donc c'est vrai que c'est lourd une maison, très très lourd. Et pour donc la maison des garçons, c'est pareil. Donc c'est vrai que le budget est lourd, mais comme l'UNICEF croit en nous, je crois que les gens qui nous accompagnent croient en ce qu'on fait. Donc maintenant, ce matin, j'avais encore SOS Village d'enfants. Je pense que les gens viennent à nous pour la qualité du travail qu'on fait. Et donc, je pense que de plus en plus, les gens vont venir s'accrocher au wagon
et ça nous permettra peut-être de survivre. Voilà. Mais il faut faire confiance en la vie parce que sinon on ne pourrait pas. Parce que Daniel et moi, des fois, on ne sait pas comment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 45, c'est ça, 45 employés. Donc, c'est très lourd parce que les financements pour payer les salaires, mais on a voulu choisir la qualité de travail. Et puis, là aussi, pas avoir des gens qui changent toujours. Alors, il y a les bénévoles, mais les bénévoles, c'est surtout les ateliers qui viennent faire les ateliers. Donc, ils sont formés en même temps. C'est vrai qu'ils avancent beaucoup. Et puis, on a des stagiaires qui viennent un peu partout. Hein. On a du Canada, d'Italie, de France. Et quand ils repartent, ils ne sont pas pareils. Hein. Souvent, même leur maître de stage dit « Ah, ils ne sont plus comme avant ». Donc, c'est ça. Il faut venir se plonger. Mais quand on vient se plonger, minimum 3 mois. Donc, c'est une école, 3 mois au moins. Parce que pour changer de regard, il faut vraiment comprendre. Donc, c'est minimum 3 mois, mais c'est vraiment se plonger. Hein. Du coup, si nous-mêmes voulons participer financièrement, quelle est la démarche? Alors, la démarche, c'est Daniel là. Bonjour, je vais prendre un peu la parole parce que là, vous abordez un sujet. Donc déjà, je voudrais vous dire, parce que Mona a beaucoup parlé… Daniel, on peut vous voir peut-être. Ce serait bien de vous voir à côté. Vous allez me voir en tenue. Voilà. Ou à côté. Bonjour. Je suivais les explications de Mona, donc je vais répondre un peu sur le côté technique. On est une association sénégalaise reconnue avec un récépissé. Hein. On est vraiment reconnu institutionnellement. Nous avons donc… on est financé à la fois par UNICEF sur leur programme de protection de l'enfant. Et c'est là où par moment on a des problèmes parce que tout à l'heure j'ai entendu pourquoi vous parlez d'adolescentes. Nous aussi, hélas, pour entrer dans nos budgets, on doit faire à un moment donné des cases. Hein. Et donc, l'UNICEF finance nos actions jusqu'à l'âge de 18 ans. À partir de 18 ans, ce n'est plus financé et là, c'est de notre propre sort. Alors, aujourd'hui, on a un très gros budget. Hein. On a un budget qui dépasse les 250 millions par an de francs CFA. Alors, je n'ai pas bien les calculs, mais 250 millions, en gros, j'essaye de faire très vite. Voilà, c'est 400 000 euros par an. 400 000 euros par an, en gros. Alors, l'argent vient comment? C'est-à-dire qu'on rentre dans les programmes de l'UNICEF Monde. C'est le bureau Sénégal, mais c'est les programmes de l'UNICEF Monde où nous avons donc tout un programme. Le problème, c'est que c'est payé tous les 3 mois. Donc, vous voyez, on n'a pas un budget pérenne et que ces budgets-là sont sous l'autorité du préfet qui a très souvent d'autres soucis que la protection de l'enfant avant de signer les documents. Mais on se bat. Et d'autre part, il y a aussi un programme conjoint de la Suède et de Save the Children International, aussi qui vient sur la protection de l'enfant. Donc, on a tendance à parler femmes, mais hélas, tous nos financements qui arrivent sont des financements qui arrivent pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Et tout le reste, il faut aller le chercher. Alors, cette année, on va en parler. Nous avions fait déjà depuis quelques temps, quand Mona était partie, on avait une petite association en France qui s'appelait les Amis de la Maison Rose. Et là, on va peut-être passer au-dessus, un petit peu plus grand, c'est-à-dire de créer une véritable ONG en France. Et surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des points pas par département, mais par exemple des relais en Aquitaine, des relais à Lyon, à Lille. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de Lille. C'est un programme que nous, on va copier un peu parce qu'il ne faut pas inventer ce qui a déjà existé. On est partenaire d'une association qui s'appelle Village Pilote, qui s'occupe essentiellement des enfants de rue, avec qui nous travaillons beaucoup, et ils sont aussi une association française. Et on va prendre un peu leur système chez eux, qui font que cette association permet de venir en complément de nos budgets qui existent ici. Et donc là, on est en train de la créer. Quand on va la créer, on va
on vous en fera part. Mais déjà, ce qui serait intéressant, c'est si vous, déjà, chacun de vous pouvez nous envoyer vos adresses et on pourrait régulièrement vous envoyer notre petite feuille de chou où on explique un peu ce que l'on fait. Et on pourra aussi vous parler du projet de la Petite Maison Rose parce que c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et pour lequel là, on n'a pas du tout de financement et pour lequel on va aller à la recherche. Mais je crois que ici, il faut aussi penser qu'on est au Sénégal. Les Sénégalais ne sont pas habitués à donner de l'argent. Les Sénégalais sont habitués à recevoir de l'argent, mais c'est les Africains. Et il faut aussi s'habituer à cette mentalité. On est des associations, mais les membres de l'association ne savent pas ce que c'est qu'une cotisation. Par contre, ce qu'ils savent faire, c'est le partage. Et ce partage, comme l'a dit Mona, ça se résume souvent par des donations de riz, d'huile, etc. Et petit à petit, on arrive à compenser. Mais le Tout-Puissant est au-dessus de notre tête. Nos cheveux blanchissent beaucoup, en particulier les miens. Mais il est là et souvent, il sait répondre au moment difficile. Il faut y croire et je pense qu'on y croit. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Merci. Donc, je vais peut-être prendre juste une question en plus et là, on va s'arrêter. Je pense que certaines personnes doivent repartir. Mais Bénédicte, tu avais encore quelque chose à dire, peut-être très court. Oui, en fait, je voulais juste demander à Mona si dans les personnes que tu as, si tu es parfois obligé d'avoir recours à la psychiatrie, parce que si les gens, ils ont tellement souffert, est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile Oui, il faut que tu saches qu'au Sénégal, il n'y a pas vraiment de psychiatrie. Mais c'est vrai que comme la Maison Rose fait un travail sur l'histoire, on ne peut pas les recevoir, même si on nous les amène des fois parce qu'on les retrouve dans la rue la nuit. Donc, elles viennent des fois, on nous les amène pour qu'elles aient un lieu pour les protéger, mais après, on ne les garde pas, tu vois. Il y a un seul endroit de psychiatrie, mais qui, bon, elles sont toujours à l'extérieur. Alors, elles sont toujours en danger, c'est ça qui est dommage, tu vois, parce qu'ici, il n'y a pas de pilule, il n'y a pas tout ça, il y a, tu vois, tout ça, ça n'existe pas encore. L'avortement, tu vas en prison, hein, l'avortement. Donc, c'est un sujet à traiter. Mais c'est difficile d'en traiter parce que le gouvernement, la femme, c'est encore très délicat de parler de tout ça. Mais je pense que, voilà, petit à petit, ce que j'espère, c'est que les femmes pourront parler un peu plus, qu'il y aura un vrai dialogue. C'est ce que j'espère. Parce que c'est vrai que c'est, même les femmes qui sont leaders, souvent, eh ben, elles dépendent de leur mari, hein. C'est très curieux d'ailleurs. Mais elles n'ont pas fait l'évolution. Nous, on a fait mai 68, enfin. Mais si tu veux, mais je crois que ça viendra parce qu'il faut, à partir du moment où ils sont spirituels, enfin moi je travaille beaucoup là-dessus, il y a le féminin à l'intérieur de soi. On a chacun notre féminin et notre masculin. On est androgyne quand on chemine, tu vois. Et en France, j'avais fait un gros colloque qui était qu'avec Annick de Souzenel, Christiane Singer et tout ça, et Sœur Emmanuel et tout, qui s'appelait, c'était le féminin, l'essentiel à redécouvrir. C'était extraordinaire. Et donc, je voulais le faire ici, justement, alors qu'il y a eu le Covid, mais je le ferai certainement dès que je vais pouvoir le faire, mais au niveau international. Des gens qui ont incarné ce qu'ils disent, des femmes qui ont incarné ce qu'elles disent, parce que tu as des gens qui parlent, mais qui font, tu ne vois pas le fruit, tu vois. Alors que je crois que ce qu'il faut, c'est montrer vraiment, incarner ce féminin, tu vois. Voilà. Merci. J'espère que ça t'invitera alors quand ça. Bah oui. Non, mais justement, j'avais déjà cogité un peu dessus avec des gens, mais du coup, tout s'est arrêté, mais ce sera que partie repoussée. Voilà. Merci. Bien, je pense qu'on en vient à la fin. Il y avait quelqu'un qui voulait poser. En fait, si, je pense qu'il y avait Michel. Michel, tu voulais dire? Non, on a tout dit, je pense. Hein. On a tout dit. J'ai eu les réponses, c'est bien. Parce que vous avez dit… J'ai une personne qui s'appelle Brigitte aussi, qui semblerait intéressée. Brigitte?
Je voulais seulement dire, Mona, il y a une trentaine d'années, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, dont j'étais responsable à l'époque. Et nous avions fait un jumelage avec des Japonaises. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Oui. mais c'était une belle expérience et j'étais tellement heureuse de vous revoir aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai l'impression que le temps a passé tellement vite et que malheureusement, on s'est perdu de vue. Mais c'est tellement touchant de vous revoir et de voir que ce combat, vous l'avez continué et que aujourd'hui encore, et si on peut travailler ensemble, ce serait formidable. Ben oui, moi je pense qu'on est plus fort ensemble. Et Oui. puis, je crois qu'aujourd'hui, voilà, il faut pas non plus que défiler pour la souffrance et tout ça, mais aussi pour ce qui va bien, tu vois, Oui. parce qu'il faut qu'aujourd'hui, on comprenne, il faut vraiment inverser le monde, quoi. On ne peut pas continuer à avoir un monde en souffrance pareil, les femmes qui souffrent, les enfants, les bébés, les machins. On ne peut pas continuer comme ça, que ce soit un pays, parce que nous, on continue à regarder les infos de la France, mais on ne peut pas continuer à vivre ça, quoi. Tu vois? Et donc, Et je crois aussi, que… Ona, tu sais, il faut que tu saches qu'à Dakar, il y a la FFPM a créé une école qui s'appelle l'école Joumont. Et en fait, elle a reçu des subventions de l'ambassade du Japon. Et là, ils ont des jeunes filles des jeunes filles un petit peu aussi dans des difficultés, mais qui sont formées pour être couturières, elles font de l'informatique, de la coiffure. Peut-être que tu pourrais te rapprocher de cette école. Éventuellement, tu as peut-être des jeunes filles qui pourraient étudier là, parce que c'est vraiment… On l'a visité aussi quand on est allé sur place, et c'est vraiment bien. Oui. Oui, non, mais tout ce qui est de créer une dynamique, c'est bien, tu vois. Donc, voilà. On aura échangé un peu. Tu as aussi Babacar et Benika. Tu connais Babacar et Benita? C'est un Français qui s'appelle André et il s'occupe des talibés. On l'a rencontré aussi à Dakar. Si tu te souviens, Babacar et Benita. Et ils ont un site internet et ils aident les enfants talibés aussi. Ah, d'accord. Et c'est un Français, il est très sympathique. Daniel Bic, elle les connaît. Oui. Elle les connaît. Oui. Bah oui, parce que… Il y a beaucoup d'associations pour les talibés. Oui, pour les talibés, il y a beaucoup d'associations. C'est ça, tu vois. Mais bon, c'est pareil, c'est les nœuds parce qu'on les laisse, tu vois, l'enfant mendiant, on le laisse. Et il souffre, mais c'est pas grave. Le président, pour lui, tu vois, il n'en prend pas trop soin, mais voilà, c'est un peu la bagarre parce que c'est dur de voir des jeunes enfants dans la rue comme ça. Ouais. Surtout qu'ils sont tout petits, quoi. Il y en a des tout petits. Voilà. Mais bon, le travail est grand, alors on fait ce qu'on peut. Merci. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Mona, pour avoir donné de ton temps, voilà, pour donner ce message en fait très précieux et pour parler de ton action au Sénégal, enfin à Dakar et de la Maison Rose. Et je pense que chacune d'entre nous, ou chacun d'entre nous, parce qu'il y a vraiment a pu vraiment ressentir beaucoup de choses. Et vraiment, je t'en remercie profondément. Et bon, comme vous le savez, la rencontre est enregistrée, donc on peut la réécouter aussi sur notre page Facebook aussi, mais on pourra aussi vous l'envoyer pour ceux qui le veulent, pour réécouter Mona d'ailleurs et tout ce qu'elle a dit. Et puis, j'espère que dans le futur, on pourra peut-être vous soutenir, enfin, voilà, s'il y a des façons de vous soutenir ou des moyens de vous soutenir, voilà, de façon humble, mais voilà, de pouvoir le faire, ça serait bien. Oui, parce que c'est vrai que, bon, en faisant des projets comme le projet de la petite Maison Rose, je pense que c'est un projet qui va initier après, tu vois, le but, c'est que ça fasse boule de neige. Oui. Il faut que les gens s'imprègnent aussi. Je crois que la première chose, c'est se regarder soi-même. C'est de savoir vraiment quel est son rôle et qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour changer, il faut d'abord changer ce regard. C'est intérieur que ça se passe. Hein, c'est intérieur. C'est voir l'autre pas comme l'autre, mais voir comme soi. Et donc, c'est là où ça change. Oui. C'est là où ça change,
on sera peut-être moins nombreux, hein, comme on dit beaucoup, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais c'est ça, c'est une dynamique de transformation où on apprend à écouter l'autre, même dans son silence. Même dans son silence. Et je crois que c'est ça que je pourrais dire. Voilà. C'est une très bonne conclusion, en fait, Mona. On va s'arrêter là parce que voilà. C'est une très bonne conclusion. Oui. En tout cas, merci beaucoup hein, pour le temps que tu nous as consacré, en fait, et c'était super. Et aussi à tous les participants qui sont là et qui sont venus. Et puis, bien pour ceux et celles qui le veulent, eh bien, je leur enverrai donc l'enregistrement. Et puis à toi aussi, Mona, bien sûr. Et très bien. Tu pourras te réécouter aussi et peut-être l'envoyer à d'autres aussi qui n'ont pas pu être là. Je voudrais remercier Victor aussi qui a été derrière la technique tout le temps. Oui. Parce que là, si on n'a pas une bonne technique, c'est très difficile de faire passer le message. Merci Victor. Et il a pu quand même trouver les photos justement pour la Maison Rouge. Oui, puis tu as mis des belles photos. Oui, très bien. Peut-être que Victor, tu as pu faire une photo de tout le monde ici ou est-ce que c'est possible de faire une photo de souvenir, une photo On peut la faire maintenant dans ce cas-là. Oui, on la fait maintenant. Alors, ça serait bien d'ouvrir toutes les caméras pour ceux qui le peuvent. Voilà. Et donc, on va sourire parce que comme ça, c'est une photo de souvenir. Donc, je te l'enverrai aussi, Mona. Oui. Ok. Alors, 3, 2, 1. Voilà, super. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bien, au revoir à tout le monde et puis à une prochaine fois en tout cas. Merci Mona et bonne continuation dans tout ce que tu fais. Voilà, merci. Et voilà, merci. Tu es dans notre cœur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il n'y avait pas beaucoup.